Bonsoir à tous, Aurélien Ferry. Ce soir, nous allons accueillir des personnes pour parler du projet Jedi Millennium. Vous êtes à peu près 1000, plus de 1150 qui ont suivi ou qui suivent actuellement le cours, le SPOC Jedi Millennium. Donc Jedi qui veut dire jeune entrepreneur et développeur d'innovation. Et ce soir, nous allons avoir des personnes qui viennent de la région Pays de la Loire. Bonsoir à tous les quatre et je laisse la parole à Jérôme Tual qui va nous présenter, qui va se présenter et qui va présenter les personnes qui sont autour de lui. Oui, bonsoir Aurélien. J'ai la caméra qui s'envole. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Donc, je suis Jérôme Tual, directeur territorial du CNAM Pays de la Loire en Sarthe et Mayenne. Et nous sommes donc ici au Mans pour ce hangout, ce premier hangout Pays de la Loire dans le cadre de Jedi Millennium. Et donc je suis avec Hervé Chailloux, qui est intervenant au CNAM du Mans ainsi qu'au CNAM à Laval, intervenant notamment en communication. Il nous accompagne aussi dans le recrutement des alternants des formations qui est actuellement et depuis un mois et demi maintenant suit la formation RRH, responsable ressources humaines, le titre Bac plus 4, donc en alternance au CNAM au Mans. Et puis également Julie, qui est une autre alternante, également dans cette même formation, titre responsable ressources humaines, Bac plus 4 en alternance. Très bien, merci Jérôme. On peut peut-être demander à Eugénie et Julie dans quel type d'entreprise elles font leur alternance. Bien sûr. Alors moi, je fais mon alternance dans une entreprise qui se trouve dans l'Aube, à Troyes, donc qui est une entreprise en fait qui est spécialisée dans l'innovation et la conception de prothèses cervicales. Donc D'accord. voilà, nous sommes à peu près 200 sur la structure. Et je suis dans le service ressources humaines en tant que chargée de mission ressources humaines. Très bien, merci Eugénie. Julie? Alors, moi, je suis dans une entreprise de grande distribution, à Conly, en Sarthe. Et moi, je suis sur une création de poste RH dans une optique d'accompagnement à un passage à un seuil d'effectif de plus de 50 salariés. D'accord, donc on passe le seuil, ce qui modifie radicalement le schéma même de la structure. D'accord, très bien. Alors, ce qui est Seuil. intéressant, évidemment, par rapport au sujet de ce soir, puisque nous avons ici des intervenants et des auditrices en ressources humaines, ce qui rend d'autant plus intéressant le fait d'aborder la question du travail demain. Qu'en penses-tu, Aurélien? Alors, le travail de main. Alors, il y a plusieurs points qu'on va traiter. On va peut-être les énumérer rapidement, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Mais le travail de main, c'est le changement des perceptibles, que ça soit les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail ou qui arrivent dans l'entrepreneuriat. Hein, donc, on parle de génération Y ou Z. On parle de nouvelles pratiques telles que l'ubérisation. Des coworking, du management collaboratif. Je te laisse poser la première question, Jérôme. Oui, alors juste la première question qui est peut-être la question de fond, c'est en lien avec l'article que vous avez sous les yeux et dont on mettra le lien avec la vidéo. C'est allons-nous vers la fin du salariat? C'est une question qu'on entend de plus en plus régulièrement dans les médias, aussi dans les conférences, notamment les forums RH. C'est une question qui est revenue notamment à Nantes au mois de septembre à l'occasion du grand forum RH. Allons-nous vers la fin du salariat? Et puis, est-ce souhaitable également? On entend de plus en plus, et depuis quelques années maintenant, parler d'auto-entrepreneurs, d'économie collaborative, qui implique un certain nombre justement d'évolutions à la fois du code du travail et puis du statut de travailleur au sens très large. Quand on évoque cette éventuelle fin du salariat, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Quel regard portez-vous là-dessus, les uns et les autres? Alors,
Je me permets de commencer. Alors moi, je pense que la fin du salariat, c'est peut-être un peu grossir le trait. Je pense que autant avant on parlait de salariat ou de carrière d'entrepreneur, maintenant je pense que la grosse différence, c'est qu'on peut parler de salariat et de carrière d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut à la fois créer son activité, créer sa petite entreprise, créer une grande entreprise d'ailleurs, et tout à fait en parallèle continuer une activité salariée. Donc je pense que le salariat tel qu'on l'a vécu, peut-être qu'il est en train de changer, sans doute qu'il est en train de changer. Je suis persuadé là qu'on vit un moment assez particulier. Plus tard on se dira, on a eu la chance de vivre ce moment dans les années 2010, où le salariat change vraiment d'apparence, même les gens, quand on les interroge, je vois bien quand je rencontre les jeunes, leur but ultime, ce n'est pas seulement d'obtenir un CDI ad vitam aeternam, comme vous pouvez l'entendre il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 10-20 ans. Maintenant, leur but, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir, être passionné par leur activité, et si c'est en variant du salarié avec une autre activité, ben c'est tout à fait possible. Donc voilà, vers la fin du salariat, peut-être pas, mais une autre forme de salariat, sans doute. Génie et ou Julie, est-ce que c'est une question de génération? Sûrement. De mon avis, oui, c'est une question de génération, parce on n'a pas envie de passer toute notre vie jusqu'à notre retraite, parce qu'on ne sait pas à quel âge on aura la retraite. On n'a pas envie d'y passer toute notre vie au bureau, à faire une tâche rébarbative, comme les plus anciens ont l'habitude de faire, parce que eux, c'était ça, c'était le CDI ad vitam aeternam dans une entreprise, et ils y resteront jusqu'à la retraite, alors que nous, on ne sait pas quand est-ce que c'est notre retraite. Alors, si on y va jusqu'à 70 ans, son kikiné jusqu'à 70 ans, c'est pas dans notre état d'esprit. En discutant beaucoup avec les gens de nos classes, de nos promos et tout ça, on se rend compte que c'est pas juste 2-3 personnes dans la promo. C'est plus de la majorité, et c'est même un état d'esprit global. C'est vraiment pas anodin comme désir. Comme désir. Ouais. Oui, parce qu'on a aussi je pense qu'on a une génération aussi qui vit avec le changement, avec les changements de par exemple, les nouvelles technologies. Et je pense que le fait d'être habitué à ce changement fait qu'on voit notre carrière d'une manière complètement différente que nos prédécesseurs. Et de ce fait-là, on est peut-être plus enclin à déjà à changer d'entreprise, et pourquoi pas aussi à changer de statut en passant de salarié à entrepreneur, ou inversement aussi de revenir à l'état de salarié. Donc je suis assez d'accord avec Eugénie sur ce point-là en fait. D'accord. Alors, excuse-moi Jérôme. Si on fait le lien avec le cours, c'est vrai qu'on traite et on aborde ces sujets-là dans le cours, notamment la motivation, qu'est-ce qui pousse les nouvelles générations à aller vers l'entrepreneuriat. Et comme le disait Hervé, il y a une notion de plaisir. Ça veut dire que par rapport aux générations X ou aux générations précédentes, il y a beaucoup de jeunes qui recherchent une notion de plaisir au travail. Si le travail passe par le salariat, eh bien, je vais m'orienter vers le salariat. Si au contraire, ce plaisir va passer vers l'entrepreneuriat, je vais aller vers l'entrepreneuriat. Il y a un autre point qui est évoqué dans le cours, c'est cette notion de désir, comme le disait Eugénie. On n'a peut-être pas envie de passer toute notre vie dans la même entreprise, ou en tout cas on s'aperçoit que de plus en plus on va avoir plusieurs vies professionnelles. Et après, ce que disait Julie, c'est qu'on va avoir des grandes mutations, des grands changements, des mutations via des nouvelles technologies, via de la numérisation, de la digitalisation, et on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout le même rapport au travail. Le simple fait d'avoir un smartphone, d'avoir un PC, casse la barrière du bureau. Ça veut dire que notre travail ne se limite plus à un espace de bureau, mais on va pouvoir travailler en dehors de son espace de travail. On va pouvoir travailler chez soi, on va pouvoir travailler dans de nouveaux espaces, comme des espaces de coworking ou dans des espaces de Fab Lab. Et donc ces notions sont abordées dans la 3e semaine du cours, notamment concernant les motivations liées à l'entrepreneuriat.
D'ailleurs, pour les auditeurs Jedi, pour les Jedi, on peut les inviter à aller regarder le travail d'une personne que je connais très bien, qui est d'ailleurs aussi intervenante Jedi Millennium, Isabelle Rancin, et on peut renvoyer vers la vidéo Et demain qu'elle a elle-même écrite, qui est en ligne sur YouTube, et qui justement parle de ces nouveaux espaces de travail et les opportunités que ça peut ouvrir. Donc Isabelle qui dirige par ailleurs un espace de coworking, la tribu coworking au Mans. Donc c'est effectivement de nouveaux espaces. Ça change le paradigme du temps et de l'espace dans le travail comme dans la vie en général. Donc vers la fin du salariat, on est tous d'accord pour se dire que c'est probablement pas le cas. Mais vous avez le lien vers la vidéo d'Isabelle Rancin juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Super. Donc vous avez évoqué cette question du désir, du plaisir. Ça me donnait envie de rebondir sur la question de la contrainte ou vraiment de l'opportunité. C'est-à-dire, est-ce que c'est vécu, est-ce que vous le vivez par ce changement que vous percevez, est-ce que vous le vivez comme une contrainte ou comme une opportunité? Et même pour aller plus loin, je me permets, Julie et Eugénie, c'est que vous êtes toutes les deux dans des services RH, dans deux secteurs d'activité totalement différents, l'une dans la grande distribution, l'autre dans une entreprise de prothèse cervicale. Est-ce que les salariés chez vous, je pense que vous voyez aussi, est-ce que les salariés chez vous voient comme une contrainte ou comme une opportunité ces nouveaux contextes de changement numérique, de digitalisation, ces nouveaux paradigmes? Est-ce qu'on voit une différence entre les anciennes et les nouvelles générations? Voilà, comment c'est perçu, alors par vous, mais aussi par les salariés qui travaillent chez vous? Alors moi, au niveau des salariés, je dirais que je fais aussi le lien avec les expériences professionnelles que j'ai eues précédemment, puisque j'ai été dans un grand groupe de télécommunications mon année d'alternance précédente. Je dirais aussi que ça dépend du type d'entreprise. Ça dépend si on est enclin à utiliser tout ce qui est numérique aussi, si la culture d'entreprise va dans ce sens-là. Et ensuite, il y a aussi je pense, un effet générationnel aussi, malgré tout. Selon les générations, si on a vécu, si on est né avec ce type d'outils ou pas, on va, selon la situation, on va avoir plus de facilité ou pas à aller vers ce type d'utilisation ou pas. Et je rejoins Julie sur ce point, puisque dans mon entreprise, la moyenne d'âge est de 37 ans, donc c'est vraiment pas élevé du tout. Et en fait, on se rend compte que la stratégie d'entreprise et la façon dont réagissent les salariés, c'est vers toutes ces nouvelles technologies, vers l'innovation, vers le changement de ce côté-là, vers le changement de travail, le home office, tout ça, en fait, c'est vraiment mis en avant et très bien accepté par donc la population qui est dans mon entreprise. D'ailleurs, on a des salles entières qui sont réservées à la visioconférence, on a beaucoup de visioconférences, on a beaucoup de nouvelles technologies, et puis comme nous sommes une entreprise spécialisée dans l'innovation biomédicale, forcément tout ce qui est innovation technologique, innovation stratégique et toutes ces innovations-là sont au goût du jour chez nous. Donc c'est pas quelque chose qui fait peur, bien au contraire, c'est une mentalité de chercheur, c'est une mentalité de qu'est-ce qui pourrait être plus adéquat comme outil pour m'aider au quotidien. Et régulièrement, tous nos collaborateurs partent en formation, ils reviennent avec des super outils qu'ils partagent avec tout le monde. Tiens, essaie ça, ça nous aidera dans notre projet. Il y a vraiment beaucoup de partage de ce côté-là et ils n'ont pas peur. Eux, ça leur plaît.
Donc, si je résume, il y a trois grands points, hein. Le premier point, c'est que tout va dépendre de la culture d'entreprise, comme le disait Julie. Donc, si on est dans une culture d'entreprise qui est propice à l'innovation, à la technologie et au numérique, on va peut-être avoir beaucoup plus de facilité. Le deuxième facteur, c'est ce que Julie appelait l'effet générationnel, hein. Donc, tout dépend de la pyramide d'âge de l'entreprise, hein, et c'est ce que confirmait Eugénie. Et puis, le troisième point, c'est que il y a aussi une culture, enfin un des aspects de la culture d'entreprise qui est la veille collaborative. C'est-à-dire, est-ce que les personnes sont enclins à faire de la veille collaborative? Et comme disait Eugénie, hein, ils reviennent, ils ont trouvé une nouvelle technologie, un nouvel outil, en disant tiens, sur le net j'ai trouvé un nouveau truc. Et est-ce qu'on est vraiment dans un exercice de veille collaborative pour travailler tous ensemble? J'ai bien résumé? Ouais. Très bien. Je rebondirais bien là-dessus en posant une question subsidiaire par rapport au management, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous évoquez là, les trois points que vient de rappeler Aurélien sur d'abord le facteur lié à la culture d'entreprise, ensuite le facteur lié à la génération aussi, aux générations, et puis le facteur lié à une forme de veille technologique et collaborative en particulier. Le collaboratif, moi, me fait penser aussi au management. Est-ce que, selon vous, et par rapport à votre, certes jeune, mais vécu professionnel malgré tout, votre expérience, est-ce que cette question du management vous semble essentielle? Est-ce qu'il faut laisser une place particulière, et quelle place faut-il laisser en particulier justement à ce collaboratif en vue de faciliter la manière dont les salariés vont vivre ces changements qui sont factuels? Moi, je pense que si ça vient il faut laisser une grande place à cette innovation, à cette recherche, à ce partage, parce que si c'est un outil qui vient des collaborateurs, c'est un outil qui sera d'autant plus accepté, qui rentrera beaucoup plus facilement dans les mœurs et qui sera beaucoup plus développé dans la société au final. Je ne dis pas que les outils qui viennent du management, d'un management descendant ne sont pas approuvés par l'ensemble des collaborateurs, mais c'est plus facile. Si les ingénieurs entre eux ils s'échangent sous leurs petits trucs et que ça marche, que ça les aide dans leur gestion de projet, ça vient pas de nulle part, quoi. Est-ce que c'est une forme de lean management? En fait, c'est réduire un peu la pyramide et que tout le monde puisse collaborer sur l'ensemble des projets. Donc, c'est une réduction de pyramide, enfin, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais une réduction de pyramide, et c'est un peu ce qu'on entend dans toutes les techniques de lean management. C'est ça, Eugénie? Ouais, okay. Je dirais une réduction des intermédiaires également. Plus obligé de passer par son chef de projet, par le chef du service et par le chef du département pour approuver un outil. D'accord. Si trois chefs de projet décident que l'outil il est pratique, il est apte à aider à la gestion de projet, et ben voilà, on le duplique, et puis le chef de projet et le chef de service, ils sont entre guillemets obligés d'être d'accord avec la gestion de projet parce que c'est eux le cœur de métier, c'est eux qui savent. Donc oui, c'est réduire les intermédiaires dans les décisions finales qui peuvent aider en fait à développer ce travail collaboratif. Enfin, après, c'est pour moi, en fonction de mes expériences, je pense que c'est pas applicable dans toutes les entreprises. Les entreprises, il y a des entreprises qui ont vraiment un management très fermé, pyramidal. À ce moment-là, débloquer ce management pourrait créer des tensions plus. Alors que dans un management où il y a beaucoup moins de limites, c'est garé, c'est pas. C'est vrai que je me Oui, Julie, pardon. Parce que voilà, c'est vrai que c'est l'idéal en fait, de réduire un petit peu les intermédiaires et que voilà, l'idée vienne plutôt des collaborateurs. Maintenant, c'est vrai que c'est pas applicable dans toutes les entreprises. Quand on reste quand même en France et qu'en France c'est très très hiérarchisé. Que souvent les décisions de mettre en place de nouveaux outils viennent souvent des supérieurs pour les collaborateurs qui sont plus en bas de l'échelle. Donc c'est vrai qu'après c'est pas forcément, c'est pas vraiment applicable, je dirais, à la majorité des entreprises françaises parce qu'on reste toujours dans cette hiérarchisation. Avec toutes ces strates, tous ces niveaux à passer. Donc,
c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais ça serait l'idéal en fait. Je trouve intéressant ce que vous dites là au regard de ce que on peut entendre et lire par ailleurs, notamment sur la génération Y et Z. On entend beaucoup de choses, plus ou moins bien selon le regard que l'on porte évidemment, plus ou moins caricaturales. On peut renvoyer notamment aux vidéos d'Emmanuel Duez. Donc là pareil, le lien est en dessous. Vidéo d'Emmanuel Duez qui intervient régulièrement sur différentes questions, l'économie collaborative, sur le management collaboratif, à distinguer du management consensuel. On bien les deux. Collaboratif, ça ne veut pas dire qu'on doit tous être d'accord pour mettre en place, ça veut dire qu'il doit y avoir une majorité qui, en tout cas, est entraînée dans un même sens. Mais c'est pas pour autant que tout le monde doit être d'accord sur tout. Et donc Emmanuel Duez parle beaucoup de ça. Et la question de la génération Y renvoie un petit peu à ce que vous dites. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a au moins une perception, en tout cas, vrai ou pas vrai, c'est pas forcément la question, puis on ne saura pas y répondre de toute façon, mais il y a une réelle, à mon sens, une réelle impression de verrouillage, de blocage. Souvent d'ailleurs, on entend le franco-français, c'est franco-français dans le discours, on donne l'impression, en tout cas, les gens qui le disent, comme vous à l'instant, pensent, on a raison, là encore je ne me prononce pas, je n'en sais rien, que ailleurs, c'est peut-être l'herbe est peut-être plus verte, notamment chez les anglo-saxons. Donc peut-être qu'effectivement il existe cette forme de verrouillage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'organisations sont encore très pyramidales. Ça, c'est un constat, on le voit bien, que ce soit dans les petites structures ou dans les grandes structures d'ailleurs, on constate à peu près les mêmes écueils régulièrement. Et donc ça renvoie à la question de la génération. C'est quelque part, ces générations dont on dit qu'elles ne sont absolument pas en phase avec ce système-là, elles ont besoin d'une forme d'horizontalisation accrue de l'organisation de l'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'elles attendent au regard de leur souhait d'être impliquées dans les projets, dans les décisions, etc. Et qu'on les écoute, même si elles n'ont pas beaucoup d'expérience, en tout cas, d'être entendu, d'être impliqué, d'avoir une certaine autonomie, d'avoir une capacité à proposer des outils, des actions, etc., d'être intrapreneur quelque part. Ça renvoie aussi au contenu du cours, puisque on parle d'entrepreneurs, mais on parle aussi beaucoup d'intrapreneurs. Du coup, comment vous abordez ce paradoxe quelque part, d'un côté, l'organisation qui serait verrouillée d'une certaine manière, où le management ne serait pas forcément, ne faciliterait pas en tout cas ce type d'approche, et d'un autre côté, les jeunes générations qui arrivent, comme vous, qui arrivent sur le marché du travail et qui est en attente forte par rapport à ça. Et ça renvoie à la première question que je évoquais tout à l'heure. Est-ce que du coup, vous vivez ces changements comme une contrainte ou comme une opportunité, au regard de ce que vous venez de dire sur votre vision de l'organisation? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme une contrainte parce que rien n'est impossible. Et ça, après, c'est ma perception, c'est personnel. Les choses peuvent évoluer. On est une génération, pour ma part, de la génération Y où on fait évoluer les choses. On est la génération qui veut faire évoluer les entreprises, qui veut en provoquant du changement. Mais voilà, on a aussi ce côté provocateur. Alors, provocateur pas dans le mauvais terme. Provocateur positif. Voilà, provocateur positif dans l'entreprise où on a envie de changer les choses pour améliorer les situations de travail, en fait. Ouais, on a envie, mais c'est là que peut-être il y a une contrainte pour nous, puisqu'on arrive dans un système, comme vous le disiez tout à l'heure, verrouillé. Donc, avec toute notre bonne volonté, on arrive dans les entreprises. Envie de changement, envie de faire bouger les choses, envie de créer, intrapreneur, et en fait on se retrouve face à des blocages. Enfin ça c'est vraiment personnel parce que dans toutes mes expériences professionnelles j'ai été confrontée à ça, des blocages. Et on a beau arriver avec des millions d'idées, des sujets à aborder l'entreprise, en fait on se rend compte que ce n'est pas abordable, ce n'est pas des sujets d'actualité, ce n'est pas la priorité et ce n'est pas possible dans l'entreprise. Donc, comme tout est possible, mais les entreprises, elles pensent que ce n'est pas possible, et à ce moment-là, nous, on est un peu remis au placard avec nos idées et puis notre bonne volonté, quoi.
Alors pour reboucler sur tout ce qui vient d'être dit, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on voit, comme le disait Jérôme, hein, il y a une forme de paradoxe entre des entreprises, alors c'est peut-être français, j'en sais rien, mais des entreprises qui sont très hiérarchiques, et puis une envie, un besoin des générations Y d'aller vers du travail en mode projet. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller vers des relations hiérarchiques, on va directement parler à ses pairs, à ses collaborateurs, à ses collègues. On peut avoir, comme disait Julie, l'effet provocateur positif, en tout cas pour essayer de faire avancer les choses. Mais comme le dit Julie, on est dans un système un peu verrouillé, donc les choses avancent lentement. Donc il y a bien un paradoxe ou quelque chose qui est compliqué à résoudre entre des systèmes hiérarchiques et une volonté d'aller vers du travail participatif et du travail plus mode ouvert ou mode projet. Mais je Très pense bien, qu'au merci. bout d'un moment, il va y avoir Une inversion? que l'entreprise qui veut rester hiérarchie pyramidale va être confrontée à de plus en plus de générations comme nous, de gens comme nous, parce qu'on a 21 ans et un peu plus, mais pas trop. Et en fait, on est encore en études actuellement, même si on rentre un petit peu dans le monde du travail, mais toute la génération qui suit, là, ceux de 20 ans, etc., ils vont La arriver génération Z. la génération Z et même la fin de la génération Y. On va tous être dans le monde du travail à un moment où ceux qui veulent que ce soit verrouillé vont partir. Donc quand ces blocages ils vont commencer à s'effriter, nous on va s'engouffrer dans la brèche, enfin j'espère, et on va pardon, et on va justement changer tout ça, mais il faut qu'il y ait un renouvellement dans les idées de société. Là, on n'a pas trop le pouvoir encore. On est trop jeune. On arrive vraiment au tout début d'un changement. Le changement, je pense, dans 5-10 ans. Donc, comme dirait Eugénie, alors le pouvoir aux générations Y. Et c'est là qu'on pourra changer les choses. Bah, c'est nous qui risquons d'ouvrir la brèche pour les générations très bien. pour celles qui suivent, mais Très c'est bien. nous qui risquons de faire le bélier pour casser Alors, cette dans le pyramide. cours, et pour reboucler avec le cours, Mohamed Bayad, dans le cours, aborde cette notion, donc pour bien distinguer la personnalité, les envies, les motivations, qui sont totalement différentes entre les générations baby-boomers, les générations X, les générations Y, et on aborde même les générations Z, donc la prochaine génération, celle qui est en train d'arriver, et qui va monter en flèche aussi, et on s'aperçoit que chaque génération a ses préoccupations qui sont totalement différentes les unes des autres. Mais il faut que, dans un contexte professionnel, tout le monde puisse travailler ensemble, que toutes les générations puissent se côtoyer et travailler main dans la main avec des aspirations totalement différentes. Très bien, merci. Jérôme, Oui, on va peut-être aborder une dernière question. oui, alors, pour une dernière question, une dernière remarque, c'est peut-être, parce qu'on a beaucoup parlé de génération et on entend effectivement et on lit beaucoup de choses, pas forcément positives, même plutôt rarement positives d'ailleurs sur les nouvelles générations, en tout cas quand on écoute des entrepreneurs, etc., qui se disent, alors qui ont des commentaires plutôt négatifs, parce qu'ils ne savent pas comment le gérer finalement. Ils ne savent pas comment gérer cette arrivée massive des générations Y et puis là en ce moment des générations Z qui sont des générations Y encore plus connectées, encore plus en désir d'être impliquées dans les projets, d'être sollicitées, écoutées, etc. et encore plus zappeuses aussi. Et donc ils ne savent pas comment le gérer et comme souvent la peur fait dire des choses et penser des choses qui sont d'une part pas forcément vraies et puis d'autre part surtout pas positives. Or, là, tout restait positif en l'occurrence. Je renverrai bien vers l'ouvrage de Michel Serres, Petite Poussette. On l'a appelé Petite Poussette parce que c'est la génération qui utilise les SMS à tout va, et puis la télécommande aussi, donc c'est d'où le terme, et qui est finalement l'un des seuls anciens. Michel Serres, il a plus de 80 ans, je crois, peut-être 90 d'ailleurs. Et donc il est extrêmement positif sur ces jeunes générations qui sont sur le marché du travail pour les Y et qui arrivent sur le marché du travail pour les Z. Et il parle d'intelligence inventive. C'est une intelligence qu'on retrouve finalement, une forme d'intelligence qu'on retrouve peu chez les autres. On parle d'intelligence surtout émotionnelle pour les générations X, où ça s'est renforcé.
Les précédentes, les baby boomers, on était sur d'autres formes d'intelligence, plus techniques. Et puis, par ailleurs, génération YZ, eh bien, c'est la connaissance disponible à tout moment. L'enjeu fort, c'est le traitement de cette connaissance disponible en permanence sur Internet. Et finalement, et c'est peut-être une forme de conclusion pour le coup, tout ce qu'on vient de se dire là au travers de la culture d'entreprise, le fait que c'est important d'en mettre en œuvre une, d'en créer une qui soit ouverte et qui soit adaptée. La prise en compte évidemment de l'intergénération dans l'entreprise, a fortiori aujourd'hui, et puis la veille collaborative en plus d'une structure qui soit évidemment adaptée. C'est parler finalement de l'intrapreneuriat qui peut permettre de réconcilier l'entreprise avec l'innovation et qui, d'une part, et qui aussi répond probablement à des enjeux pressants. Le terme pressant, je le reprends de vos témoignages, pressant pour l'entreprise, savoir la quête de sens et la reconnaissance du salarié. Je crois que c'est déjà important aujourd'hui. Pour être manager moi-même, et je n'ai pas de génération. Si, j'ai des générations Y, mais pas beaucoup. C'est surtout du X que j'ai à manager. Pour autant, il y a déjà cet intérêt profond, cette quête du sens que vous évoquiez, et puis cet intérêt pour le collaboratif, le participatif accru dans cette économie et dans ce monde qui change profondément. Depuis longtemps d'ailleurs, parce que vous verrez dans l'article Ouest France que finalement, quand on parle d'ubérisation aujourd'hui, eh bien, on en parlait déjà dans les années 80. Ça qui est assez étonnant, je ne connaissais pas cet exemple-là, je l'ai découvert. Et dans les années 80, on parlait déjà d'ubérisation sans en parler, mais c'était déjà ça. Donc c'est comme quoi, c'est pas vraiment nouveau et les changements ont été initiés il y a longtemps, mais je pense que là, il est grand temps pour les entreprises de s'en emparer. Votre grande chance, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de faire. J'entendais tout à l'heure l'envie de changer les choses, l'envie de booster les dirigeants. Nous, on l'avait à notre époque également, sauf que on ne pouvait pas se créer un réseau aussi facilement que maintenant. Parce que nous, on a connu, sans trahir de secret, on est d'une génération un petit peu plus avancée que la vôtre. On a connu un moment pour rentrer en relation avec une personne, un dirigeant, il fallait se creuser la tête pendant 2 ans. Maintenant, vous ouvrez votre portable, vous tapez Viadeo, et c'est possible. Tandis que nous, c'était un peu plus compliqué. Donc saisissez cette chance. Je pense que vous vivez à un moment formidable où vous êtes né avec la technologie. Nous, on a vu les deux pans de l'avant-technologie et l'après-technologie, donc on voit la différence. Et vous, saisissez-vous vraiment de cette chance. Nous, on s'en est saisi, on continue à s'en saisir, mais vous avez vraiment toutes les armes de votre côté. C'est une grande chance, à mon avis. Très bien, eh bien, merci à tous. Sujet très dense, très riche, j'ai vraiment apprécié. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que dans Jedi Millennium, vous pouvez remplir des tests et derrière, vous pouvez obtenir votre propre carte de personnalité, de motivation, de compétences. On a parlé de beaucoup de sujets, hein. Là, ce soir, on a parlé de plaisir, on a parlé de désir, on a parlé des nouvelles technologies, de la culture d'entreprise, des effets générationnels, de comment réduire les intermédiaires, travailler en mode projet, d'être provocateur positif, je sais pas comment, hein, si on peut le dire comme ça, comme disait Julie. On a parlé aussi de réconcilier l'entreprise avec l'innovation, et également de toutes les émotions, hein, et tous ces éléments-là se retrouvent dans les cartes de personnalité, de motivation et de compétences. Donc je vous invite fortement à faire ces tests qui sont très rapides et à voir vous-même votre propre carte de personnalité, de motivation et de compétences. Et une fois que vous aurez fait ces cartes, de faire un choix, de prendre une décision et de dire tout compte fait, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que ça n'est pas fait pour moi? Eh bien, merci à tous les 4 et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Merci, au revoir. Merci Aurélien, au plaisir.